Bonjour à tout le monde. Alors moi aussi, je vais me présenter. Alors je suis Walter Abeler, je suis chercheur et dans un laboratoire qui s'appelle ISTEM. On est à Évry, on est à presque 30 km de Paris. Et nous sommes un laboratoire principalement, un laboratoire Téléthon, et on étudie les cellules souches embryonnaires humaines pour étudier les maladies rares, différents types de maladies rares, aussi les maladies de la rétine, et pour trouver de nouveaux médicaments. Alors moi, je travaille dans l'équipe rétinopathie dirigée pour le professeur Christine Monville, et aujourd'hui, je vais vous parler d'un modèle qu'on a créé des barrières hématorétiniennes. Alors c'est compliqué les normes, après je vais expliquer de façon plus facile pour l'étude et pour trouver aussi de nouveaux médicaments pour des maladies de la rétine qui touchent principalement les cellules de l'épithélio rétinien et aussi la choroïde, qui est la couche vasculaire de la rétine. Avant de faire ça, alors par contre, je vous explique, j'ai fait une petite introduction sur comment on est arrivé ici. Et c'est où les trucs de diapo, ça? Alors ça, j'imagine, parce que moi, j'ai déjà présenté une fois ça, Christelle, pareil, Karim, pareil. Ça veut dire que c'est seulement pour toujours dans la même journée, pour un petit rappel. Alors, on a généré, alors notre savoir-faire sont les cellules souches embryonnaires. On a généré un petit morceau de rétine, un micropatch de 3 sur 3 à 5 mm, constitué de cellules de l'épithélio rétinien qu'il est posé sur une membrane amniotique dérivée de placenta. Alors, après 10 ans d'études, ça c'est la question qu'on disait avant, que personne n'a demandé, avec qui, combien de temps il faut pour passer de la recherche à la clinique. Là, on est allé très vite parce qu'on est dans le cadre des maladies rares. Et dans les maladies rares, c'est plus facile d'obtenir l'autorisation par rapport à des maladies comme les cancers ou des MLA, que ce n'est pas une maladie rare. Et ça veut dire qu'après presque 10 ans, en 2019, on a eu le feu vert de l'Agence des biomédicaments qui a donné le feu vert pour utiliser notre micropatch pour être transplanté sur des patients touchés pour les rétinites pigmentaires qui touchent les RPE, pas les photorécepteurs. C'est ça. Alors là, c'est une étude de phase 1-2. Phase 1-2, ça veut dire on va regarder la safety, la sécurité et la tolérabilité de notre patch chez les patients. Et aussi, on va regarder s'il y a un effet thérapeutique chez les patients. Alors l'étude, alors nous, on est un laboratoire de recherche, c'est pour ça qu'on a demandé aide à l'hôpital 15-20 et les principaux investigateurs, comme a dit Isabelle Audou ce matin, c'est le docteur Stéphane Bertin qui a suivi, qui a greffé les patients. Alors au début, on était parti avec un cohorte de 12 patients, mais après, comme vous pouvez voir là, on est arrivé à greffer seulement 7 patients, que c'est déjà pas mal. Et alors ça, c'était à cause de, tout le monde connaît, de la pandémie de Covid, parce que les patients, ils sont immunosupprimés et pendant la première vague, ce n'était pas imaginable de greffer des patients avec un produit qu'on n'a jamais testé sur des sur des patients qui sont immunosupprimés. C'est pour ça que l'étude était bloquée pour 1-2 ans. C'est pour ça, alors, par contre, on est arrivé à greffer 7 patients, 5 patients touchés par RTK et 2 avec LRAT. Et ça, c'est grâce aussi à Isabelle Odo, qu'on a vu ce matin. Et dans la plupart, alors ça, c'est des résultats préliminaires parce qu'il faut encore 2-3 ans pour avoir tous les résultats complets. Alors, parce que les patients, ils s'étaient greffés, ils ont, comme on dit, un délai de différents mois. Généralement, c'est un patient tous les 6 mois. Ça veut dire pour avoir tous les 7 patients, il faut attendre encore 1-2 ans des résultats. Alors, la chose importante qu'on a observée sur tous les 7 patients greffés, on n'a pas observé ni signe d'inflammation et il n'y a pas eu de rejet du greffon. Et ça, c'est très important. Et surtout, là, on parle des cellules souches. Les cellules souches sont
top, c'est vraiment des Ferrari des cellules. Par contre, les gros problèmes... Hein? Non, je suis italien, je préfère Ferrari. C'est ça, c'est ça. Et je dis, je pourrais dire Lamborghini, mais bon, Ferrari, c'est déjà plus chic. Et dans tous les patients, on n'a pas observé la formation d'une tumeur à niveau de la rétine. Parce que le problème des cellules souches, c'est qu'ils sont sûrs, mais peut-être, des fois, quand on va les greffer, il y a deux cellules souches qui deviennent folles et qui début à proliférer tout le temps et générer en forme de tumeurs. Alors, on part tumeur, mais le vrai terme, c'est tératome. C'est pour ça, mais bon, c'est ça. Dans tous les patients, il n'y a pas eu ça. Ensuite, alors, les premiers résultats, c'est que dans pas tous les patients, mais aucun patient, on a eu qu'il y a une stabilisation de l'acuité visuelle. Et ça c'est très important, dans tous les 7 patients, les patchs, il a bougé. Parce qu'au début, on avait peur que, vu que le patch, c'est 3 sur 5, il semble petit, mais à niveau de la rétine, elle n'est pas très petite, on avait peur qu'elle se baladait dans la rétine, mais dans tous les 7 patients, il n'a pas bougé. Ensuite, Stéphane Bertin a observé que dans la zone de la rétine où il y a les patchs, l'épaisseur de la rétine, elle n'a pas dégénéré, ça veut dire qu'il est resté stable. Rétine et aussi choroïde, ça veut dire qu'il y a un effet vraiment où il y a les patchs. Pas dans toute la rétine, mais seulement où il y avait les patchs. Alors pour conclure, là, c'était vraiment une bref introduction. Là, on peut dire qu'on a observé que notre patch il est bien toléré et il est sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas de projets toxiques suite à la greffe de ces patchs. Et en plus, on a observé qu'il y a une préservation, on dit préservation en français, de l'anatomie et de la rétine et dans certains patients aussi des fonctions. Ça veut dire, alors, ce n'est pas qu'ils voient mieux, mais ils ne voyaient pas bien et ils ne voient pas bien encore. Ça veut dire la maladie, elle n'est pas avancée. Et ça, je pense que dans tous les études, par rapport à l'étude des thérapies géniques, je pense que l'étude des thérapies cellulaires, c'est vraiment pour arrêter la maladie. Ça veut dire si on ne voit pas bien, mais on reste pour toute la vie, on s'arrête là. Et je pense que c'est déjà bien. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Ensuite, la suite alors des projets, c'est ces projets qui s'appellent Projet Stream, c'est de pouvoir élargir la transplantation à plus de patients, parce que là, on est limité à 7. Et aussi, éventuellement, avec les mêmes patchs, ou l'utiliser aussi pour la DMLA des formes atrophiques. Alors, c'est clair, alors je ne rentre pas en détail, mais pour chaque patient, seulement pour produire un patch, ces petits patchs, ont mis presque 4 mois. 4 mois, et un patch, je ne veux pas parler d'argent, mais ça coûte entre les 200 et 300 000 euros, seulement les patchs. Oui. Et tout à charge de Téléthon. Et c'est pour ça qu'on a travaillé, on a encore de travailler dans un procès qu'on dit d'industrialisation, ça veut dire de production grande échelle des cellules de l'épithélio rétinien, ça veut dire à la fin, on voudrait traiter plus des patients. Ensuite, et là je reviens au titre de la présentation. Alors, on va faire, alors comme vous savez mieux que moi, dans les maladies de la rétine, il n'y a pas seulement un type cellulaire qui s'est touché. Généralement, c'est les RPE, après il y a les photorécepteurs, ou les photorécepteurs, les vaisseaux ou la choroïde. C'est pour ça qu'on est en train de travailler sur générer des tissus dans les boîtes de pétri à 3D, 3-dimensionnels avec 2 types cellulaires. Alors, d'un côté, on va mettre les cellules de l'épithélio rétinien et après les photorécepteurs. Et ensuite, il y a, et moi je travaille sur ça et je vais parler de ça, que c'est la barrière hémato-rétinienne. Ça veut dire créer des structures 3D constituées de cellules de l'épithélio rétinien avec les cellules de la choroïde, que les cellules choroïdes, c'est des vaisseaux, c'est réseau vasculaire de la rétine.
Alors, qu'est-ce que c'est la barrière hémato-rétinienne? Alors, la barrière hémato-rétinienne est constituée de deux types cellulaires principaux, oui, un peu plus, bon, mais deux. Alors, on a l'épithélio rétinien et ensuite, on a tous les capillaires, ça veut dire les vaisseaux constitués de cellules endothéliales. Et entre les deux types cellulaires, il y a une membrane qui est constituée de membranes, c'est des protéines, c'est des collagènes, qui s'appelle membrane de Bruch. Alors, dans la fonction de la barrière hémato-rétinienne, c'est très important parce que c'est essentiel pour l'intégrité structurelle et surtout fonctionnelle de la rétine, car quand il y a des maladies, la membrane hémato-rétinienne, elle est cassée. Les typiques maladies dans des, comment on dit, dans des stades très avancés, alors on a la barrière hémato-rétinienne, elle est cassée à niveau de la DMLA sèche, DMLA humide, mais aussi de maladies d'origine génétique monogénétique. Principalement, nous, on cible la choriodyrémie. Alors après, bon, là, c'est seulement pour faire un peu d'histologie. Il existe deux types de barrières hémato-rétiniennes, internes et externes. Je ne rentre pas en détail sur ça, mais nous, on parle des barrières hémato-rétiniennes externes. Alors, les projets, et dans ces projets-là, alors, on va utiliser les cellules pour produire les cellules de l'épithélio rétinienne et les cellules de la choroïde, et on va utiliser un support pour aider la croissance de cette cellule, qui sont une membrane biodégradable de polysaccharides. Polysaccharides, ça veut dire c'est un sucre, comme ça. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors, en prémisse, on aimerait bien le faire comme les patchs stream, ça veut dire des petits patchs pour la thérapie cellulaire pour les maladies dans lesquelles il y a la dégénérescence des RPE, de l'épithélio rétinien et de la choroïde, et aussi pour modéliser, qu'est-ce qu'on appelle la modélisation pathologique. Ça veut dire on va mettre des cellules dérivées des malades et on va pour créer ces modèles 3D, et ensuite on va tester dans des boîtes de pétri des différents médicaments et on va voir les médicaments plus efficaces. Alors là, les deux types cellulaires d'intérêt, alors c'est l'épithélio rétinienne et cellules épiaires. Alors moi, je m'énerve un peu parce qu'il y a toujours, quand on parle de l'épithélio rétinienne, on dit toujours il est là seulement en fonction des supports pour les photorécepteurs, mais c'est pas que ça, parce que il joue tout dans les cycles visuels, ça veut dire dans la fonctionnalité visuelle. Tous les deux, ils travaillent ensemble. Par exemple, les typiques exemples, c'est les cellules de l'épithélio rétinienne ne marchent plus. Ensuite, il y a aussi les photorécepteurs qui ne marchent plus. Ça veut dire que c'est quelque chose, pas seulement de support, mais ça veut dire qu'elle est en fonction des structure, mais aussi fonctionnelle avec les photorécepteurs. Les deuxième type cellulaire, c'est pas type cellulaire, c'est le tissu, c'est la choroïde. Et la choroïde qui a la fonction, que c'est, comme je vous dis, cet vaisseau de la rétine. Alors, elle a principalement, on peut dire qu'elles sont comme les supermarchés de la rétine, parce que c'est elle qui va fournir l'oxygène et toutes les substances nutritives à la rétine, à les couches des RPE et ensuite des photorécepteurs, et aussi c'est responsable de la thermorégulation. Alors, pour faire ça, générer ce type cellulaire, nous, et ça c'est notre savoir-faire à ISTEM, sont les cellules souches. Alors, on peut le dire, il y a deux types de cellules souches in nature. Alors là, dans toute la salle, tout le monde a des cellules souches dans tous les organes, dans la peau, dans les yeux, partout. Et ce sont les cellules souches adultes. Alors avec ça, il y a beaucoup de monde qui travaille et sont surtout utilisées pour les limites de cette cellule, c'est qu'ils sont capables de générer seulement, par exemple, les cellules souches qui sont présentes dans le muscle, de notre muscle, sont capables de générer seulement les cellules du muscle. C'est ça. Et c'est ça. En plus, par contre, ils sont très importants en clinique parce qu'ils sont, par exemple, pour la greffe de la moelle épinière, ils sont traités, c'est pour traiter des patients touchés pour les leucémies
qui sont résistantes à la chimiothérapie. Et nous, alors moi je travaille avec les pluripotentes, alors pour moi ce sont les meilleurs. Alors le deuxième type de cellules, c'est les cellules souches pluripotentes, et sont des cellules qui sont présentes seulement à l'état embryonnaire. Ça vaut dire vraiment pour 5-7 jours de notre vie. Alors ça, ils sont très importants. Pourquoi que je dis qu'ils sont très... Je préfère les cellules souches pluripotentes parce qu'ils ont deux propriétés fondamentales. Alors la première, c'est la propriété qui s'appelle auto-renouvellement. En pratique, ils sont capables de proliférer et générer tout le temps des autres cellules souches identiques. Par exemple, aujourd'hui, on a une cellule souche dans boîte de pétri. Demain, ils vont se diviser. Demain, moi, j'ai fait simple. Demain, on a deux cellules souches dans la boîte. Après-demain, on a 4, jusqu'à que de façon exponentielle, on a des millions de cellules. Et ça, c'est très important quand on travaille au laboratoire et en biologie cellulaire, parce qu'on a une grande quantité de cellules souches avec lesquelles on peut travailler in vitro et ensuite aussi pour greffer des petits animaux. Et la deuxième grande propriété, c'est qu'à niveau théorique, je dis théorique parce qu'en pratique, c'est pas tout à fait ça, en fonction de cette cellule, elles sont capables de se différencier et produire toutes les cellules de tout notre organisme, sauf les cellules sexuelles. Alors, pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle des protocoles de différenciation. En pratique, c'est comme des recettes de cuisine. En pratique, en fonction de ce qu'on mélange, c'est de la farine, des œufs, de l'huile, on utilise un produit. Si on va mélanger on va ajouter du fromage, on obtient un autre produit. Et c'est la même chose, ça veut dire, en fonction de ce qu'on va donner à la cellule souche à manger. Dans ces cas-là, ce n'est pas la farine, mais c'est par exemple les hormones ou la vitamine A. On est capable d'obtenir des cellules, par exemple du cerveau, et ce sont les cellules qui sont plus faciles, c'est bizarre, mais ce sont les cellules plus faciles à obtenir, les cellules du cerveau. Et après, des cellules concernant la cellule de la rétine, c'est très facile d'utiliser les cellules de l'épithélio rétinien et c'est très, très difficile d'obtenir des cellules, des photorécepteurs parce qu'elles sont plus complexes. Mais on arrive à le faire et Vicky avait montré avec les organoïdes, avec toute notre procédure. Alors, on a dit, on est parti avec les cellules souches pluripotentes. Au laboratoire, on a deux types de cellules souches pluripotentes. On a les vraies cellules souches pluripotentes, qui sont les cellules qui sont dérivées des cellules d'embryons humains. Après, s'il y a les questions éthiques, on va discuter, mais bon, on ne va pas parler maintenant. Et pour ça c'est les seules cellules qui actuellement sont utilisées. On a l'autorisation de l'utiliser pour un usage clinique. C'est les cellules souches embryonnaires dérivées des embryons. Et avec ça, on a fait notre essai clinique chez les patients touchés pour la rétinite pigmentaire. Le deuxième type de cellules souches pluripotentes, c'est des cellules souches, je crois que Vicky ne va pas apprécier, sont des cellules entre guillemets artificielles, ça veut dire, on va construire, ça veut dire on va induire cette cellule à se transformer en cellule souche. Ça veut dire on peut dire que ce ne sont pas des cellules bio par rapport aux cellules souches embryonnaires qui sont naturelles. Mais quand on va au microscope, c'est vraiment les mêmes cellules. Parce que moi, quand je regarde en colonie des cellules souches embryonnaires ou cellules souches induites à la pluripotente, c'est vraiment la même chose. Et aussi, les produits sont la même chose. Alors, avec ça, on a utilisé des protocoles, on a mis en place des protocoles de différenciation cellulaire, ça veut dire, comme je vous dis, ces recettes de cuisine, et on est arrivé à obtenir en population pure des cellules de l'épithèle rétinienne, et je ne dirais pas 100%, mais je dirais 99,8% des portées de cette cellule. Ensuite, on a obtenu, avec la mise en place de notre protocole, on a obtenu les cellules endothéliales. Et après, on a un troisième, je ne rentre pas en détail sur ça, un troisième type cellulaire qui s'appelle péricytes, qui sont des cellules qui vont aider les cellules endothéliales à former les vaisseaux de la choroïde, les vaisseaux de la rétine.
Ensuite, on s'est posé la question, on a testé les 3 types cellulaires sous la membrane que nous avons d'habitude, ça veut dire la membrane amniotique. Alors, on s'est aperçu que sous la membrane amniotique, tout ça marche bien. Tout ça marche bien. Les grands problèmes de la membrane amniotique, c'est que c'est des dons fournis par l'hôpital Saint-Louis parce que ça dérive de césariens. Ça veut dire c'est compliqué à les obtenir. C'est pour ça que l'équipe de Didier, l'INSERM de Didier Le Tourner de l'hôpital Bichat à Paris, c'est un chimiste, ça veut dire qu'ils sont spécialisés dans la formation, dans la production des biomatériaux pour la culture cellulaire. Ils ont formé, alors ils ont produit, après différentes années d'études, cette membrane pas très épais, qui peut être greffée après sur l'espace sous-rétinienne, constituée, alors elle a 2 faces complètement différentes. Il y a la face lisse qui est permis sur laquelle on va mettre les cellules de l'EPR, ça veut dire, et ils vont créer la monocouche de l'épithélio rétinienne. Et l'autre face, que c'est comme poreuse, on peut dire c'est comme une gruyère dans laquelle on met notre cellule endothéliale qui vont rentrer et vont former tous les vaisseaux, les réseaux des vaisseaux de la choroïde. Alors ça c'est on a publié, je crois que c'est moi ici, et on a mis, là c'est la face lisse, on a on a mis notre cellule souche, les cellules de l'épithélio rétinien dérivées des cellules souches embryonnaires et induites à la pluripotente, il n'y a pas de différence, et on a observé qu'après 14 jours de culture, que ce n'est pas très long une culture parce que généralement on part des mois, et on observe la typique morphologie de l'épithélio rétinien, et là c'est vu dessus, et on peut le voir. Alors là c'est la monocouche, et là on peut le voir que les cellules qui sont assez jolies, les cellules de l'épithélio rétinien, parce qu'elles sont toutes hexagonales, et on observe qu'on arrive à obtenir, en utilisant cette membrane, l'épithélio rétinien humain. Ensuite, on a mis les cellules endothéliales dans l'autre face, ça veut dire la face pleine de trous, et on a observé que, ça c'est les trous, je sais pas si vous voyez, et on a mis les cellules endothéliales et péricytes, et on a vu que les cellules au début à découvrir ces membranes, ils vont coloniser, ils vont bouger, ils vont coloniser tous les trous jusqu'à qu'ils vont faire tout un réseau vasculaire. C'est pas qu'est-ce qu'on a dans la nature, par contre, on arrive à obtenir la choroïde d'un modèle in vitro. Qu'est-ce que c'est la suite? Alors, comme je vous dis, alors c'est la première chose, c'est que alors là, on a créé une barrière hématorétinienne saine, ce qu'on appelle wild type en anglais. La suite, maintenant, pour être utilisée en pharmacologie, pour trouver de nouveaux médicaments, on va utiliser des IPS, des dérivés des malades. Ça veut dire qu'on va créer une barrière hématorétinienne pathologique, qui est, par exemple, barrière hématorétinienne pour la chorioiderrémie. Et ensuite, on va tester en laboratoire, on a des frigos pleins des composés chimiques qui on ne sait pas s'ils marchent, ne marchent pas, on ne sait pas ce qu'ils font. Et on va tester, voir si ça marche dans ce modèle de barrière hématorétinienne pathologique avant de passer, c'est clair, à tous les études in vivo dans les petits animaux. Mais ça nous permet de faire un choix. Qu'est-ce qu'on va tester chez les animaux? Et la deuxième, et ça va être bientôt avec notre partenaire privilégié, l'Institut de la Vision, et c'est là, on va essayer une approche de thérapie cellulaire préclinique sur des petits animaux qui est présent en dégénérescence de la couche des RPE et de la choroïde. Alors, les saisines, les autorisations sont en cours, mais on espère de faire les premières manips. J'espère, moi je suis optimiste. On va dire septembre 2025, mais c'est sûr que ça va être octobre-novembre parce qu'il y a toujours des retards.
Après, pour conclure, là, je crois que je suis allé vite, je ne sais pas. Et va bon, tout système là comme ça, regardez pas la photo, c'est la retraite système. Et pendant la retraite système, c'est toujours, on a toujours en journée soirée gala. Un jour, c'était la soirée super-héros. L'année dernière, c'était les années 80, ça veut dire. Moi, celui-là, je ne sais pas, avec la masque comme ça. Et après, on a surtout Stéphane Bertin et Isabelle Odo de l'hôpital 15-20 et Olivier Gouraud de Télévision et l'hôpital Bichat de Didier Le Tourneur et surtout les trois sponsors principaux, et vous, l'IRPP, et la FRM. IRP, oui, je ne veux jamais dire. Et l'FRM et surtout bon, et la FM Téléthon. S'il y a des questions, merci. Des questions? C'était peut-être très technique. Il y a peut-être du mal à intégrer. Oui, quand même. Merci. Bonjour et merci pour la présentation. Si j'ai bien compris, le patch il vient se poser au-dessus des cônes ou en dessous? Ou il remplace les cônes? Les patchs, là, c'est pour remplacer Micro. les patchs, il est fait pour remplacer l'épithèle rétinien, D'accord. qui après va être en contact avec les photorécepteurs. Ok. Parce que là, les patients là, touchés pour la rétine interpigmentaire, c'est des qui touchent les RPE, pas les photorécepteurs. D'accord. À l'état précoce, parce qu'après, il y a Oui. aussi les photorécepteurs. Et ça, c'est Donc clair. il faut qu'au-dessus, ce soit quand même en bon état pour pouvoir Oui, réceptionner. c'est ça. Ok, C'est ça. Merci. Là, par contre, c'est un état de phase 1-2. Ça veut dire les patients, ils étaient plutôt très avancés. Je pense que la phase 3, ils seraient plus... Merci en tout cas. Je voulais juste savoir, est-ce que le patch peut concerner les patients, mais peu importe le gène concerné, encore une fois sur l'épithélium pigmentaire. Oui. Et est-ce que on peut imaginer, comme vous dites, que ça stoppe la maladie, qu'on puisse l'implanter chez des patients faiblement touchés? Oui, oui, on peut faire ça. Et surtout, c'est important à dire, je ne sais pas si je l'avais dit là, les patchs, par rapport à la thérapie génique, que c'est très spécifique, la thérapie génique vise un gène spécifique, la thérapie cellulaire vise les types cellulaires. Ça veut dire on peut cibler des DRPE touchés pour différentes maladies. C'est pour ça. C'est ça la différence entre la thérapie génique et la thérapie cellulaire. La thérapie génique, ça marche mieux parce qu'elle va plus vite. Les problèmes de la thérapie cellulaire, comme avait dit Serge ce matin, c'est que quand on peut mettre n'importe quelle cellule sous la rétine, mais il doit avoir la connexion avec les cellules. C'est ça. Si après on met des cellules qui sont fonctionnelles, mais qui après ne sont pas connectées avec les photorécepteurs, ça ne sert à rien. On va mettre un patch soriant et seulement pour la structure. C'est ça. Si on n'a pas d'autres... Ah, si, Erwan. Juste pour savoir, vous avez posé les patchs que sur un tout petit morceau de la rétine? Ça n'a jamais été sur la globalité? Non, non. Okay. Pour les moments-là, on a eu l'autorisation de greffer seulement en patch. Parce que nous, au début, quand on a demandé l'autorisation, on aimerait bien mettre 3 patchs dans la même opération parce que je ne suis pas médecin. Mais docteur Bertin, là, il a dit que c'est 15 minutes, il a fait l'opération. Il aurait bien aimé mettre 3, pas plus de 3 patchs pour toucher la plupart de la rétine, mais on n'a pas eu l'autorisation pour faire ça. La difficulté, c'est qu'à chaque fois, il faut décoller la rétine. Et on risque d'abîmer aussi les photorécepteurs, surtout parce qu'après, il faut qu'elles se recollent. Ouais. Donc, après, il y a eu, ça c'est des choses positives, après il y a eu aussi des choses négatives, parce que la plupart, moi, ils m'ont expliqué que c'est lié à l'acte chirurgical. La plupart des patients ont développé, après la cataracte,
Et qu'après, la cataracte, moi je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est facile à... C'est super. Ok, ben merci beaucoup Walter.